Alors, passons maintenant à la résonance de puissance. Donc là, je m'intéressais non pas à la réponse en élongation du pendule élastique, mais je m'intéressais à la puissance que fournit l'excitateur au système. Alors, imaginons que on soit en régime permanent, donc en régime forcé. Dans ce cas-là, le pendule oscille de façon périodique. Donc l'amplitude des oscillations ne dépend pas du temps. L'amplitude de la vitesse non plus. Donc l'énergie mécanique va avoir en moyenne la même valeur. Par conséquent, ce que j'apporte comme puissance au système est entièrement dissipé, parce que si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que si j'apporte plus de puissance que le système n'en dissipe, ben, l'énergie du système devrait croître. Et donc l'énergie mécanique devrait augmenter au cours du temps, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, quand on est en régime forcé, eh bien, la puissance moyenne fournie par l'excitateur est totalement dissipée par les frottements. En fait, c'est comme ça qu'on peut concevoir d'ailleurs le régime forcé. Le régime forcé, c'est le résultat d'un équilibre entre la puissance que vous fournissez au système et la puissance qui est dissipée par les forces de frottement. Lorsque les deux s'équilibrent, eh bien, le système adopte un comportement permanent. Mathématiquement, je vais appeler P moyen la puissance fournie par l'excitateur, et je dis que c'est l'opposé de la puissance des forces de frottement. La puissance des forces de frottement est négative, et je mets un moins pour avoir une puissance fournie positive. La somme des puissances doit être nulle, puisque l'énergie mécanique ne varie pas. La puissance des forces de frottement, ben, c'est F scalaire V, F étant la force de frottement. Donc je vais faire moins la moyenne de F scalaire V. Et comme F c'est moins alpha fois la vitesse, on va avoir ici alpha fois la vitesse au carré en moyenne. Donc la vitesse au carré, c'est x point au carré, et je vais prendre la moyenne. Alors, on est en régime permanent ici, donc x de t, c'est a cos oméga t plus phi. Si je prends la dérivée, je vais avoir moins a oméga sinus oméga t plus phi. Donc si je réinjecte ça là-dedans, je vais avoir p moyen égale alpha a carré oméga 2 sinus carré oméga t plus phi, et je prends la moyenne de ça. En fait, vous voyez, le sinus varie entre moins 1 et 1, mais le sinus carré, lui, va varier entre 0 et 1, puisque c'est positif. Et en fait, la moyenne de sinus carré, c'est 1 demi. En fait, c'est un résultat qui est très utile en physique, qu'on utilise souvent. Voilà, donc de sorte que la puissance moyenne, vous voyez, c'est 1 demi de alpha a carré oméga 2. Alors, ce n'est pas un résultat à savoir, ce qu'il faut retenir plutôt, c'est le fait que la puissance moyenne que vous injectez dans le système, c'est proportionnel au carré de la vitesse. En fait, ça, c'est l'amplitude au carré de la vitesse. Or, je connais la valeur de A en fonction de la pulsation oméga. Donc si je remplace A par son expression, j'obtiens une formule. Alors là aussi, c'est pas à connaître, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont la puissance évolue avec la fréquence. Donc là, quand je remplace A par son expression, j'obtiens une P égale une constante qui vaut ceci. Alors cette constante, je l'appelle P max, vous allez voir pourquoi. Donc divisé par 1 plus oméga 0 carré moins oméga 2 sur 2 lambda oméga, le tout au carré. Alors vous voyez bien que ici, ça c'est un carré qui peut être nul. Quand oméga égale oméga 0, ce terme vaut 0. Dans ce cas-là, ce terme-là est minimum. On ne peut pas avoir plus petit. Ce qui explique pourquoi cette constante-là correspond à la puissance maximale, puisque lorsque oméga égale oméga 0, P égale P max, et c'est la puissance maximale. Et si oméga est différent d'oméga 0, ce terme est non nul, et forcément la puissance est plus petite que la puissance max. Quand on trace la puissance en fonction de oméga, et bien là on trouve une courbe en cloche. On trouve ce qu'on appelle une courbe lorentzienne, justement. Une courbe comme ceci, et cette courbe passe toujours par un maximum lorsque oméga égale oméga 0. Donc ça, c'est un résultat que vous pouvez retenir. Bien que la résonance d'élongation n'ait pas toujours lieu à la fréquence propre de l'oscillateur, ce qui est par contre toujours vrai, c'est que la puissance que l'excitateur fournit au pendule élastique passe par un maximum lorsque la pulsation de l'excitateur correspond à la pulsation propre du pendule élastique. En fait, le transfert de puissance est maximal
lorsque vous excitez votre oscillateur avec une fréquence qui correspond à la fréquence propre de l'oscillateur. Et en plus, vous voyez ici que la puissance maximale varie en A carré sur lambda, en fait. Alors, on peut en tirer deux choses. Donc, premièrement, je rappelle, il y a transfert maximum de puissance lorsque oméga égale oméga 0. Ici, c'est 1, mais en fait, là, j'ai tracé oméga sur oméga 0. Voilà. Et que ce transfert est d'autant plus important que l'amortissement est faible. Pmax varie en 1 sur lambda. Donc, si le pendule est faiblement amorti, alors, à la résonance, l'excitateur fournit énormément de puissance. Et l'oscillateur va absorber une grande puissance, qu'il va retransmettre, bien sûr, qu'il va redissiper par les frottements. Donc l'oscillateur, quelque part, va stocker beaucoup d'énergie. Et ce transfert est aussi d'autant plus important que l'amplitude excitatrice est grande. La puissance max dépend également de A, et c'est proportionnel au carré de petit a. Donc en fait, si vous doublez l'amplitude de l'excitation, vous multipliez par 4 la puissance absorbée par l'oscillateur. Venons-en maintenant à une notion importante dès lors qu'on s'intéresse à des résonateurs, à des systèmes qui résonnent, la notion de bande passante. Alors, la bande passante, c'est un intervalle de fréquence en réalité, qui correspond à la mi-hauteur de la courbe de puissance. Si je représente ici la courbe de puissance, elle passe par un maximum, voici Pmax. Donc la demi-hauteur de la courbe de puissance se trouve ici. Si on regarde la largeur à mi-hauteur de la courbe, on obtient un intervalle qu'on appelle la bande passante. Ici, j'ai mis oméga 1, oméga 2, qui sont les extrémités de cette bande passante. La largeur de la bande passante, c'est-à-dire la largeur en pulsation ou en fréquence, ça dépend. Donc ici, la largeur en pulsation, que j'appelle delta oméga, c'est-à-dire oméga 2 moins oméga 1, on peut montrer que ça vaut 2 lambda. Autrement dit, plus l'amortissement est faible, plus la bande passante est étroite. Autrement dit, on dit que la résonance est aiguë. Si l'amortissement est très faible, le résonateur va se mettre à résonner de façon très importante pour une petite bande de fréquence. On dit alors que le système est extrêmement sélectif en fréquence, qu'il va avoir une réponse très forte pour une petite bande de fréquence. Notez aussi que si l'amortissement augmente, donc là par exemple j'ai multiplié l'amortissement lambda par 2, la puissance max a été divisée par 2, et ici la largeur ici de la bande passante a été multipliée par 2. Donc quand on augmente les frottements, on abaisse ici la puissance max, donc ça résonne moins, et la bande passante est plus large. Donc on a un oscillateur, un résonateur qui est moins sélectif. Une façon de mesurer ce caractère sélectif, c'est de mesurer ce qu'on appelle le facteur de qualité d'un résonateur. Donc le facteur de qualité, ça c'est une grandeur, ça c'est à savoir, c'est une grandeur qu'on note en général Q, et sa définition, c'est très simple, c'est le rapport entre la fréquence de résonance en puissance, donc ici la fréquence propre, divisé par la largeur de la bande passante. Donc si Q est très grand, ça veut dire que delta oméga est très petit devant oméga 0, et donc ça veut dire que le résonateur résonne très fortement. Il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous avez un résonateur de très grand facteur de qualité, donc il va résonner très fortement, ça veut dire que lambda est très petit, et donc si lambda est très petit, ça veut dire que si vous le faites osciller, ce système, librement, eh bien, il va s'amortir très très lentement. C'est deux choses liées. Un résonateur qui résonne beaucoup, c'est aussi un oscillateur qui met du temps à s'amortir. Pour terminer, faisons un peu de chimie pour montrer que la notion d'oscillateur est vraiment très présente dans de nombreux domaines, dont la chimie. Quand vous faites de la spectroscopie infrarouge, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez de la lumière infrarouge sur des molécules. Voilà un exemple de molécule ici, une cétone ici. Quand on envoie une onde électromagnétique, par exemple infrarouge, le champ électrique de l'onde
va en fait exciter les liaisons de la molécule. Parce qu'une liaison chimique, c'est en fait un oscillateur, ça se comporte comme un petit ressort, avec différents traders, suivant le type de liaison. Lorsque vous faites de la spectroscopie infrarouge, vous mesurez en général une absorbance, ici. Alors en fait, qu'est-ce qu'on mesure en général? On mesure le rapport de l'intensité qui est transmise dans la solution par rapport à l'intensité incidente. Donc on fait une mesure, au fond, de puissance absorbée par la solution. Et donc la courbe qu'on obtient, voici une courbe d'absorbance, c'est en fait une courbe de puissance absorbée. On obtient différents pics parce que une molécule, c'est en fait un ensemble de plusieurs oscillateurs, parce qu'on a plusieurs liaisons chimiques. Par exemple, ici, vous voyez ici, vous avez par exemple 3 pics assez intenses qui correspondent à des oscillateurs de fréquences propres différentes. Par exemple, ce pic-là, B, ça correspond à la liaison CC. C'est la liaison CC qui va résonner pour une certaine fréquence. Alors là, en fait, on a mis un nombre qui s'appelle le nombre d'ondes, en centimètres moins 1, vous verrez ça en chimie, c'est une grandeur qui est proportionnelle à la fréquence. Alors attention, la fréquence varie de droite à gauche, là, hein. Donc la fréquence, elle augmente de droite à gauche. Donc ici, vous voyez, plus on va vers la gauche, plus la fréquence augmente, et donc ça veut dire qu'on va avoir des liaisons qui vont osciller plus rapidement, donc ce sont des liaisons plus raides. Là, ici, on a une liaison CC, c'est la liaison carbone-carbone ici qui se met à résonner ici. Là. Le pic C ici, alors là c'est un peu plus subtil, le pic C c'est un oscillateur, mais en fait c'est pas une liaison qui oscille, c'est une structure, c'est la structure CH3. En fait la structure CH3, le groupe méthyle, vous avez dû voir ça en chimie, c'est un groupe qui a une forme pyramidale. Et la pyramide peut s'inverser, comme un parapluie que l'on inverse. C'est ce qu'on appelle l'effet parapluie, se retourne périodiquement, avec une certaine fréquence propre. Et là, quand vous l'excitez avec cette fréquence propre, bien évidemment, ça va résonner, voilà, et on va absorber beaucoup d'énergie. Donc là, on a mis en évidence cette résonance, qui est une façon de caractériser le groupe CH3. Et puis ici, vous voyez ce dernier pic qui est assez intense, c'est le pic qui est associé à la liaison CO, qui est une double liaison, donc c'est une liaison qui est beaucoup plus forte, donc plus raide. Comme elle est plus raide, évidemment, elle va résonner à une fréquence plus grande, parce que sa fréquence propre est plus importante. D'accord ? Donc vous voyez, quand vous faites de la spectroscopie, par exemple, en général, que ce soit de la RMN ou que ce soit de la spectroscopie infrarouge, en général, vous étudiez des courbes qui ont des structures de ce type-là, et en fait, vous étudiez la réponse, finalement, en puissance d'oscillateur. Voilà, ce sera tout pour ce chapitre sur l'oscillateur. Voilà, la prochaine fois, on abordera le théorème du moment cinétique, qui sera une nouveauté pour vous, je pense.